Mes parents ont donné mon fonds universitaire à ma sœur surdouée. 10 ans plus tard, quand ils ont eu besoin d'aide pour des factures médicales, je leur ai envoyé son numéro. Elle n'a jamais fini l'université et vivait dans leur ancien sous-sol. Alors, tout a commencé il y a quelques semaines, alors que je faisais défiler mon fil d'actualité sur Facebook. Une de mes anciennes camarades de lycée a publié un message sur le fait que son enfant était diplômé de l'université sans aucune dette. Elle s'extasiait sur la façon dont ils avaient créé un fonds universitaire lorsque leur enfant était tout petit, et qu'il s'y était tenu quoi qu'il arrive. C'était un de ces messages faussement modestes, vous voyez le genre. Mais ça m'a glacé le sang, car ça a ravivé une blessure que je pensais avoir enterrée il y a des années. Vous voyez, j'étais censé avoir un fonds universitaire, moi aussi. Mes parents en avaient fait toute une histoire pendant mon enfance. À chaque anniversaire, à chaque Noël, mon père souriait et disait, nous mettons ça de côté pour ton avenir, Amber. Un jour, tu nous remercieras. Et, enfant, je le croyais. Je ne demandais même pas de cadeaux coûteux, ni ne me plaignais quand nous ne partions pas en vacances comme les familles de mes amis. C'est pour l'université, disait-il, et j'y ai cru sans réserve. Mais voilà le problème. Quand le moment est venu pour moi d'aller à l'université, ce fonds avait disparu. Je me souviens du jour exact où je l'ai découvert. J'avais 17 ans, assise à la table de la cuisine avec une pile de brochures universitaires. Mon père, Andrew, est entré avec une tasse de thé, et je lui ai demandé nonchalamment si nous pourrions bientôt nous asseoir pour déterminer quelles écoles nous pouvions nous permettre avec mon fonds. Il s'est figé une demi-seconde, juste assez longtemps pour que je le remarque. Puis, il m'a adressé un sourire crispé et a dit, nous en parlerons plus tard. Plus tard s'est avéré être le lendemain, lorsque mes parents m'ont fait asseoir dans le salon. Ma mère, Isabella, s'est raclé la gorge et a dit, Amber, nous devons parler de tes projets universitaires. Le ton était sérieux, ce qui m'a immédiatement mise sur mes gardes. C'est à ce moment-là qu'ils m'ont annoncé que le fonds universitaire avait disparu. Au début, j'ai cru qu'il était arrivé quelque chose de terrible, comme s'ils avaient été victimes d'une arnaque ou confrontés à des frais médicaux imprévus. Mais non, ils l'avaient dépensé pour ma sœur cadette, Gabriella. Gabriella, la surdouée, l'enfant prodige, celle qui a toujours attiré toute l'attention en grandissant parce qu'elle était si intelligente et pleine de potentiel. Pendant que je peinais à obtenir des EB en algèbre, Gabriella remportait des concours de mathématiques. Pendant que je me tuais à la tâche dans des petits boulots après l'école pour économiser pour l'université, Gabriella participait à des camps de robotique et à des cours particuliers, entièrement financés par nos parents. Apparemment, ces camps et ces tuteurs n'étaient pas donnés. Et mes parents, dans leur infinie sagesse, ont décidé que l'éducation de Gabriella était un meilleur investissement. Mon père a même utilisé cette expression, un meilleur investissement, comme si j'étais une action démodée qu'ils avaient décidé de liquider. J'étais furieuse, mais plus encore, j'étais blessée. Je leur faisais confiance. Ils m'avaient fait croire qu'ils me soutenaient, que je n'aurais pas à me battre si durement pour réussir. Et maintenant, ils me disaient de postuler pour des bourses et de contracter des prêts, parce que Gabriella avait davantage besoin de cet argent. Le pire dans tout ça? Gabriella ne semblait même pas s'en sentir coupable. Elle avait 16 ans à l'époque, et quand je l'ai confrontée, elle a simplement haussé les épaules et dit, ce n'est pas ma faute si tu n'es pas aussi doué à l'école. Je peux encore sentir mon estomac se nouer quand elle a prononcé ces mots. Ce n'était pas seulement de l'arrogance, c'était un sentiment de droit. Elle croyait sincèrement qu'elle le méritait plus que moi. J'ai fini par financer moi-même mes études, grâce à une combinaison de bourses, de prêts et d'emplois à temps partiel. Je travaillais à la bibliothèque du campus, je faisais le service les week-ends, et je passais mes étés à travailler dans la construction avec ma tante. Ce n'était pas facile, mais j'ai réussi. Pendant ce temps, Gabriella a traversé le lycée sans effort et a commencé ses études dans une université privée prestigieuse, entièrement financée par ce qui aurait dû être mon fonds universitaire. Pendant des années, j'ai ravalé ma colère et me suis concentré sur ma propre vie. Je n'avais pas l'énergie de rester en colère. Mais de temps en temps, j'avais des nouvelles de Gabriella par mes parents, comment elle changeait encore de spécialisation, comment elle avait besoin de plus d'argent pour tel ou tel programme, comment elle luttait pour trouver sa voie. Et à chaque fois, ça me faisait mal. J'ai essayé de garder mes distances avec ma famille après ça. J'appelais toujours pour les anniversaires et j'envoyais des cartes pour les fêtes, mais la proximité que nous avions quand j'étais enfant avait disparu. Je me suis investi corps et âme dans ma carrière, déterminé à construire quelque chose pour moi-même, par moi-même.
Mais voici le coup de grâce. Juste au moment où je pensais avoir tourné la page, ils m'ont ramené en arrière. Le mois dernier, sans crier gare, mon père m'a appelé. Il avait l'air bizarre, nerveux, peut-être même un peu honteux. Il a dit que lui et ma mère devaient me parler de quelque chose d'important, quelque chose qui concernait la famille. Et c'est là que les choses ont vraiment commencé à se compliquer. Mise à jour, c'était un jeudi soir lorsque mon téléphone a vibré, affichant un appel entrant de mon père. Ce n'était pas inhabituel en soi. Nous avions maintenu un contact minimal au fil des ans. Un appel pour un anniversaire par-ci, une carte de vœux par-là. Mais en voyant son nom sur mon écran, j'ai hésité. Quelque chose clochait. Quand j'ai répondu, sa voix était tremblante, comme s'il s'efforçait de paraître joyeux sans vraiment y parvenir. « Salut, Amber, commença-t-il, marquant une pause juste assez longue pour me mettre mal à l'aise. « Ça fait un bail. Comment vas-tu » Les banalités n'étaient pas son genre. Mon père était du genre à aller droit au but, alors son intérêt soudain pour ma vie me semblait étrange. Après quelques échanges polis mais maladroits, il a laissé tomber son manège. « Il faut qu'on parle, dit-il. C'est important. Important. » Ce mot flottait dans l'air comme une mauvaise odeur. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine, me préparant au pire. « D'accord, dis-je. Qu'est-ce qui se passe ?» Il y eut une autre pause, plus longue cette fois, avant qu'il n'admette finalement, « Ta mère et moi avons quelques soucis financiers. Nous espérions que tu pourrais peut-être nous aider. » Je ne peux pas dire que j'étais surprise. J'avais toujours soupçonné que mes parents n'étaient pas très doués avec l'argent. Quand nous étions jeunes, ils se serraient la ceinture pour offrir à Gabriella tous les avantages possibles. Mais je ne m'étais jamais vraiment demandé d'où venait l'argent. L'entendre le dire à voix haute, cependant, c'était autre chose. « Aider comment » ai-je demandé prudemment. « Eh bien, commença-t-il, la voix hésitante, les factures médicales de ta mère se sont accumulées, et nous avons pris du retard sur le prêt immobilier. Nous avons juste besoin d'un petit coup de pouce pour nous remettre sur pied. » Pendant un instant, je ne savais pas quoi répondre. Mes parents avaient très clairement montré, des années auparavant, où se situaient leurs priorités. Et maintenant, après une décennie de silence sur tout ce qui n'était pas superficiel, ils venaient me demander de les renflouer. « As-tu parlé à Gabriella » ai-je demandé, les mots sortant plus secs que je ne l'aurais voulu. Il y eut un lourd soupir à l'autre bout du fil. « Oui, mais elle n'est pas en mesure d'aider pour le moment. » Cela a attiré mon attention. « Que veux-tu dire » Une autre longue pause. « Elle vit avec nous, » admis-il à contre-cœur. « Depuis un certain temps déjà. Les choses ne se sont pas exactement passées comme prévu pour elle après l'université. Je ne lui ai pas demandé de détails à ce moment-là, mais le tableau commençait à se dessiner. Gabriella, leur enfant prodige, celle à qui tout avait été servi sur un plateau d'argent, était de retour sous leur toit, vivant dans le même sous-sol où nous jouions aux jeux vidéo quand nous étions enfants. J'ai essayé de rester calme, mais je ne pouvais pas empêcher l'amertume de percer dans ma voix. « Alors, si je comprends bien, dis-je. Vous lui avez donné mon fonds universitaire, vous avez payé pour son éducation coûteuse, et maintenant elle vit avec vous sans payer de loyer, et vous me demandez de l'argent ?» Sa réponse fut immédiate. « Amber, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la famille. Nous avons des problèmes, et nous avons besoin de ton aide. » C'était comme s'il ne m'entendait même pas. Comme si les années de lutte que j'avais traversées pour me construire une vie ne comptaient pas. Comme si les échecs de Gabriella n'étaient que de la malchance, alors que mon succès avait été, en quelque sorte, garanti depuis le début. « Je vais y réfléchir, dis-je finalement, juste pour qu'il me laisse tranquille. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Mon esprit rejouait sans cesse la conversation, déterrant des souvenirs auxquels je n'avais pas pensé depuis des années. Les disputes, le favoritisme, les excuses sans fin pour le comportement de Gabriella. Et maintenant, il voulait que je débarque et que je sauve la situation. Le lendemain matin, j'ai décidé d'appeler Gabriella. Ce n'était pas quelque chose que je voulais faire, mais j'avais besoin d'entendre sa version des faits. Quand elle a répondu, son ton était sur la défensive dès le début, comme si elle s'attendait à une dispute. « Qu'est-ce que tu veux, Amber » demanda-t-elle. « Papa a dit que tu vivais avec eux, dis-je. Il a aussi dit qu'ils avaient des problèmes et que tu ne pouvais pas les aider. Qu'est-ce qui se passe ?» Elle a soupiré lourdement, comme si cette conversation était un énorme inconvénient.
Ouais, je suis là. Les choses ne se sont pas bien passées après l'université. D'accord? Je suis en train de me débrouiller. Te débrouiller, ai-je répété. Ça fait des années, Gabriella. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que ça peut te faire, a-t-elle rétorqué. Tu m'as toujours regardé de haut de toute façon. J'ai réprimé l'envie de crier. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de maman et papa. Ils sont noyés sous les factures, et ils me demandent de l'aide parce que tu n'es pas capable d'assumer. Sa réponse fut immédiate et ironique. Oh, alors maintenant tu es la fille parfaite, Miss Self-Made. Laisse-moi rire. Tu ne serais pas là où tu es s'ils n'avaient pas payé pour ta nourriture et un toit au-dessus de ta tête quand nous étions enfants. Ça a touché un point sensible. J'ai dû prendre une profonde inspiration avant de répondre. Ils se sont sacrifiés pour toi, Gabriella. Ils t'ont donné tout ce que je n'ai pas eu, et tu as quand même réussi à tout gâcher. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Finalement, elle dit, je n'ai pas besoin de tes leçons de morale. Peut-être pas, dis-je. Mais tu as besoin de remettre de l'ordre dans ta vie, parce que je ne vais pas réparer tes erreurs. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Au cours des jours suivants, j'ai continué à réfléchir à ce que je devais faire. Une partie de moi voulait aider mes parents, même après tout ce qu'ils avaient fait. Mais une autre partie de moi, la plus grande, savait que ce n'était pas ma responsabilité. Finalement, j'ai rappelé mon père. Je suis désolé, lui ai-je dit. Je ne peux pas vous aider. Si vous avez besoin de soutien, vous devriez parler à Gabriella. C'est en elle que vous avez investi. Il a semblé choqué, peut-être même blessé. Amber, s'il te plaît. J'ai ma propre vie à gérer, dis-je fermement. J'ai travaillé dur pour arriver là où je suis, et je ne vais pas me mettre en danger parce que Gabriella n'a pas été à la hauteur de vos attentes. Je lui ai donné le numéro de Gabriella, juste au cas où il ne l'aurait pas déjà, et j'ai raccroché. C'était froid, même dur, mais pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de me défendre. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui allait se passer ensuite. Une semaine après avoir dit à mon père que je ne les aiderais pas, j'ai reçu un texto de ma mère. Ce n'était pas long, juste, il faut qu'on parle. Pas de ponctuation, pas d'explication. J'ai fixé le message pendant un moment, hésitant à répondre, avant de décider de l'ignorer. Quoi qu'ils aient à dire, ça pouvait attendre. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un email d'un nom que je ne reconnaissais pas. L'objet était énigmatique, concernant votre famille. J'ai failli le supprimer, pensant que c'était du spam, mais la curiosité l'a emporté. À l'intérieur, il y avait un message court et direct, « Bonjour Amber. Vous ne me connaissez pas, mais je suis le propriétaire de Gabriella. Elle a laissé votre email comme contact d'urgence. Elle n'a pas payé son loyer depuis 3 mois, et je n'arrive pas à la joindre. Je pensais que vous devriez le savoir. » Marc, je n'arrivais pas à y croire. Gabriella avait apparemment déménagé de chez mes parents sans nous le dire, ni à eux ni à moi, et maintenant elle entraînait mon nom dans ses problèmes. Mon premier réflexe a été d'appeler mon père pour exiger des explications, mais je me suis retenu. Non, ce n'était pas mon problème. Je l'avais clairement indiqué. Mais ensuite, quelque chose s'est produit qui m'a forcé à m'impliquer. Une semaine plus tard, en rentrant chez moi, j'ai trouvé une lettre recommandée dans ma boîte aux lettres. Elle provenait d'une agence de recouvrement. Gabriella, semblait-il, avait utilisé mon nom et mon crédit comme co-signataire pour quelque chose. Je n'avais aucune idée de quoi, mais la lettre disait que j'étais redevable de 12 000 €. J'ai vu rouge. Mes mains tremblaient en lisant la lettre, mon esprit s'emballait. Comment avait-elle pu faire ça? Comment ma propre sœur avait-elle pu tomber si bas? J'ai pris une journée pour me calmer et rassembler des preuves avant de passer à l'action. J'ai appelé l'agence de recouvrement et expliqué la situation, leur faisant savoir que je n'avais jamais rien co-signé pour Gabriella. Ils m'ont conseillé de déposer une plainte à la police pour fraude, ce que j'ai fait le lendemain matin. Mais je n'en avais pas fini. J'ai décidé qu'il était temps que Gabriella fasse face aux conséquences de ses actes. J'ai engagé un détective privé, une petite folie que je considérais valoir largement le prix, et je lui ai demandé de fouiller dans l'historique financier de Gabriella. Ce qu'il a découvert m'a choqué, même moi. Non seulement Gabriella avait utilisé mon nom pour co-signer des prêts, mais elle avait également ouvert une carte de crédit à mon nom. La carte avait été plafonnée il y a des mois,
et elle avait effectué des paiements minimums juste pour éviter qu'elle ne soit envoyée au recouvrement jusqu'à récemment. Armé de ces informations, j'ai déposé une deuxième plainte à la police et j'ai entamé le processus de contestation des comptes frauduleux. J'ai clairement indiqué au détective que je voulais un dossier de tout. Si Gabriella allait brûler les ponts, je m'assurerais qu'il n'y ait aucun moyen pour elle de se défiler du pétrin qu'elle avait créé. Pendant ce temps, mes parents continuaient d'appeler et d'envoyer des textos, me suppliant d'être la plus intelligente et d'aider Gabriella à se remettre sur pied. Mon père a même eu l'audace de dire « La famille pardonne, Amber. Tu ne veux pas gâcher ta relation pour quelque chose comme ça. » J'ai éclaté de rire en lisant ça. Une relation? Quelle relation? Ils avaient brûlé ce pont il y a des années, quand ils avaient choisi le potentiel de Gabriella plutôt que mon avenir. Mais le coup de grâce est arrivé quelques semaines plus tard. Gabriella a dû se rendre compte que j'engageais des poursuites judiciaires, car elle m'a appelé à l'improviste. Sa voix était désespérée, bien loin du ton arrogant dont je me souvenais. « Amber, dit-elle, j'ai tout gâché. » D'accord? J'ai juste besoin d'un peu d'aide pour arranger ça. S'il te plaît, tu ne peux pas me jeter au loup comme ça. Je l'ai laissé parler un moment, ses excuses s'accumulant comme des ordures sur un trottoir. Puis, quand elle s'est finalement arrêtée pour respirer, j'ai dit, « Tu as raison, Gabriella. Je ne peux pas te jeter au loup. » Elle a soupiré de soulagement. « Merci. Parce que tu t'es jeté au loup il y a bien longtemps, les jeux interrompus. Et maintenant, tu peux faire face aux conséquences. » J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Ce fut la dernière fois que j'ai parlé à Gabriella. Finalement, elle a dû faire face seule aux accusations de fraude. Elle a essayé d'appeler mes parents à l'aide, mais ils étaient à court de moyens financiers et émotionnels. Elle a fini par déclarer faillite, et aux dernières nouvelles, elle squattait le canapé d'un ami. Quant à mes parents, ils ont cessé de me demander de l'aide après ça. Je pense qu'ils ont finalement compris que je n'étais plus leur filet de sécurité. Est-ce que je me sens coupable? Un peu, si je suis honnête. Mais surtout, je me sens libre. Libre du poids de leurs attentes, de leurs tentatives de culpabilisation et de leur favoritisme flagrant. Je me suis construit une vie dans laquelle ils n'ont eu aucune part. Et pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression d'être en contrôle. Parfois, je pense à la version de ma vie où mes parents n'auraient pas tout misé sur Gabriella. Les choses auraient-elles été plus faciles? Probablement. Mais je ne serai pas non plus la personne que je suis aujourd'hui. Quelqu'un qui connaît sa valeur et qui ne laissera plus personne profiter d'elle. Alors oui, peut-être que cette histoire ne s'est pas terminée par une réconciliation parfaite ou une joyeuse réunion de famille, mais honnêtement, je pense que c'est bien comme ça. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de prendre sa revanche, c'est de laisser tomber. 6 mois après que tout soit arrivé, j'ai reçu un colis inattendu par la poste. C'était une petite boîte en carton usée avec l'adresse de retour de mes parents. À l'intérieur, j'ai trouvé une pile de vieilles photos, de bulletins scolaires et de dessins d'enfance. Il y avait aussi une lettre de ma mère. « Chère Amber », commençait-elle. J'ai fait un peu de ménage, en essayant de trier des décennies de souvenirs. Retrouver ces objets m'a fait réaliser à quel point nous avons échoué avec toi. Pas seulement avec le fonds universitaire, mais avec tout. Nous étions tellement absorbés par le potentiel de Gabriella que nous n'avons jamais vu le tien briller juste devant nous. Je me suis assise sur le sol de mon salon, étalant le contenu de la boîte. Il y avait une photo de moi à ma remise de diplôme de 8e année, rayonnante de fierté malgré mon appareil dentaire et ma frange maladroite. Une autre me montrait à mon premier job d'été, couverte de terre après du jardinage mais souriante quand même, des photos de réussite qui n'avaient pas été célébrées parce que Gabriella avait toujours monopolisé l'attention. La lettre continuait, je sais que des excuses ne suffisent pas à réparer les choses. Ce que Gabriella a fait avec la fraude à la carte de crédit était inexcusable, et notre réaction essayer de la protéger à nouveau au lieu de te défendre était encore pire. Ton père et moi suivons une thérapie, pour essayer de comprendre où nous nous sommes trompés. Nous ne demandons ni pardon, ni argent. Nous voulions juste que tu aies ces souvenirs, et que tu saches que maintenant, nous te voyons. Je me suis surprise à pleurer, non pas de tristesse ou de colère, mais d'une sorte de reconnaissance douce amère. Ce n'était pas des larmes de réconciliation, ce pont était toujours bel et bien brûlé, mais de reconnaissance. Enfin, ils voyaient ce qu'ils avaient fait. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de ma tante Linda, la sœur de ma mère. Elle avait entendu parler de tout et voulait qu'on se voie pour un café.
Autour d'un latte, elle m'a raconté une partie de l'histoire familiale que je ne connaissais pas. Apparemment, ma mère avait été la Gabriella de sa génération, l'enfant surdoué qui avait reçu toute l'attention, pendant que Linda se frayait un chemin dans la vie avec un soutien minimal. L'histoire a tendance à se répéter, dit-elle en remuant son café. Ta mère est devenue exactement ce qu'elle avait juré de ne jamais être. Mais toi, Amber, tu as brisé le cycle. Elle avait raison. Malgré tout, ou peut-être à cause de tout, j'avais construit quelque chose de différent. Ma petite entreprise de conseil était florissante. Je venais d'acheter ma première maison, une modeste mais belle maison de style artisanal avec un jardin que je ramenais lentement à la vie. Et plus important encore, j'avais trouvé la paix. Aux dernières nouvelles, Gabriella travaillait dans un centre d'appel dans un autre état. Elle m'a contacté par l'intermédiaire d'un cousin, demandant si j'envisagerais d'abandonner les poursuites pour fraude. Je n'ai pas répondu. Certaines leçons doivent être apprises à la dure. Mes parents envoient encore des emails occasionnels, de courtes nouvelles de leur vie, en prenant soin de ne rien demander. Je les lis mais réponds rarement. Peut-être qu'un jour nous trouverons un moyen d'avoir à nouveau une relation, mais elle ne sera pas basée sur l'obligation ou la culpabilité. Elle sera basée sur le respect, quelque chose qu'il leur a fallu me perdre pour enfin comprendre. Hier, en triant des papiers, j'ai retrouvé ce vieux post Facebook qui avait tout déclenché, celui sur le fonds universitaire. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Mon propre compte d'épargne a maintenant un solde confortable réservé pour des études futures. Pas encore pour des enfants, je n'en suis pas là, mais pour la possibilité. Et je sais une chose avec certitude, si j'ai un jour des enfants, ils grandiront en sachant qu'ils sont également estimés, également soutenus et également aimés. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir pris une position aussi ferme avec ma famille. Ils disent des choses comme « le sang est plus épais que l'eau » ou « on n'a qu'une seule famille ». Mais j'ai appris que la famille n'est pas seulement une question de sang. C'est une question de choix. Mes parents ont choisi Gabriella. Gabriella a choisi de profiter de la situation. Et moi, je me suis choisi. Et ce choix a fait toute la différence. En repensant à cette adolescente assise à la table de la cuisine avec ses brochures universitaires, le cœur sur le point d'être brisé, j'aimerais pouvoir lui dire quelque chose, ta valeur n'est pas déterminée par leur investissement en toi. Ton potentiel n'est pas limité par leur vision. Et parfois, la famille que tu te construis à travers les amitiés, le travail acharné, le respect de soi est plus forte que celle dans laquelle tu es né. Alors me voici, 10 ans après cette trahison du fonds universitaire, écrivant cette histoire non pas comme une victime, mais comme une gagnante. Non pas parce que j'ai eu ma revanche, mais parce que je me suis libéré. Libre de construire ma propre vie, de faire mes propres choix et d'écrire ma propre histoire. Et peut-être, juste peut-être, que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre ceci, ce n'est pas grave d'arrêter de s'immoler par le feu pour garder les autres au chaud. C'est normal de se choisir. C'est normal de laisser tomber. Parce que parfois, laisser tomber n'est pas la fin de l'histoire. C'est juste le début d'une meilleure.